Pierre-Marc de Biasi. Merci Bonjour. de vous joindre. Merci de vous joindre à nous pour cette célébration de Gustave Flaubert. Il doit y en avoir pléthore des hommages en ce moment en France, n'est-ce pas? Il doit y en avoir plein. Oui, il y en a un peu moins quand même que ce qui aurait été possible sans cette épouvantable pandémie, mais il y a pas mal de choses. Ouais. Ouais. En tout cas, je pense que le nôtre sera le seul à se faire sous 33 degrés de chaleur au mois d'octobre, ce qui somme toute est très flaubertien. Ce nom de Gustave Flaubert qui vous est si familier, quand l'avez-vous vraiment entendu pour la première fois et qu'en est-il devenu par la suite dans votre vie intellectuelle et peut-être aussi votre vie de tout court? En fait, ça a commencé au lycée, enfin, comme beaucoup d'élèves français, j'ai entendu le nom de Flaubert au lycée, et je dois dire que moi j'étais plutôt dans les classes scientifiques. La littérature, quand j'étais au lycée, c'était pas ma préférence. J'étais bon, mais bon. Euh, on a eu à faire en première, j'étais en première C, mathématiques, physique, etc., une disserte sur le réalisme français, ouais, dans le roman. Alors, moi, je savais comment faire pour avoir une bonne note, parce qu'il fallait quand même avoir des bonnes notes. On prenait la Gare des Michards, et, hein, on regardait ce qui était dit sur les écrivains sur la question, et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ma disserte en, en me fondant sur cette espèce de typologie qui était fabriquée par le manuel. Donc, vous aviez Balzac, c'était l'énorme truc. Voilà. Vous aviez Zola, qui était du Balzac dénaturé, devenu vulgaire, etc., mais énorme aussi. Et entre les deux, une espèce de petit marchepied, un truc qui était une médiation, qui était Flaubert. Bon, je me dis d'accord, ok. Bon, donc, j'avais lu aucune ligne de Flaubert hein, jusque-là. Et je commence à regarder les textes parce que pour faire une bonne dissertation, il ne faut pas seulement avoir trois parties, il faut aussi des citations, nourrir avec des contenus. Et donc, je commence à lire du Flaubert. Il y en avait dans la bibliothèque de mes parents, donc je vais prendre des choses qui n'étaient pas dans le manuel parce que sinon, ça aurait été trop clair. Bon. Et là, en lisant, quoi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais c'est pas du tout un marchepied entre Balzac et Zola. C'est carrément autre chose. C'est pas vraiment réaliste non plus. Quoi. Bon, bref, je fais quand même ma disserte comme c'était. Je la finissais dimanche soir et lundi matin, il fallait la donner, donc j'avais plus beaucoup de choix. Donc j'ai fini selon les normes de la guerre des Michards. 15 jours plus tard, et je n'étais pas fier, hein, j'étais franchement pas fier, je me disais, mais c'est carrément injuste pour Flaubert. Quoi. Et 15 jours plus tard, je reçois ma note, premier, 18. Alors là, j'ai eu honte pour mon prof. Quoi. Je me suis dit, mais voilà, ça c'était ma première, mais une sensation d'injustice critique. Hein, c'est peut-être la première fois dans ma vie que je ressentais ça. Quoi. Et puis, ensuite, j'ai retrouvé Flaubert l'année suivante dans des conditions différentes. J'étais en terminale et c'était 68. C'était 1968. J'étais en terminale de philosophie. Là, pour le coup, j'avais changé d'orientation. Et, euh, et on a étudié avec mon prof qui était un génie, qui était un type vraiment très très fort, qui est devenu prof de Caille ensuite, l'éducation sentimentale. Et là, tout d'un coup, c'est l'histoire réelle qui venait à la rencontre du texte. Quoi. Et je me suis mis à lire ce qui se passait dans la rue, dans les cafés, dans l'effervescence de l'époque, à travers l'histoire de la Révolution de 48, telle que nous la racontait Flaubert avec ironie. Et enfin, disons que le Flaubert, celui avec lequel j'ai fini par entretenir une relation scientifique et de recherche, c'est celui que j'ai découvert comment dire, en changeant de thèse brutalement. Euh, Après Normal Sup, j'étais engagé dans une thèse sur l'histoire des animaux, sur le bestiaire romantique, dans ses relations à l'écriture entre 1850 et 1900. Alors j'avais un corpus énorme, j'avais une méthodologie aussi comment dire, très sophistiquée, c'était le moment théorique, hein, c'était le moment du structuralisme, donc j'avais de la psychanalyse, de la linguistique, de l'anthropologie, enfin tout ça était
j'avais une machine à interpréter, si vous voulez, et je mettais dans ma boîte à interpréter les textes, voilà, après avoir construit mon affaire. Puis je tournais la manivelle et ça donnait de l'interprétation. Et ça marchait bien. Ça marchait bien pour Hugo, ça marchait bien pour Balzac, pour Goethe, etc. Et puis, à un moment donné, j'avais dans mon corpus un texte de Flaubert quand même assez spécial, qui est le Saint-Julien. Parce qu'il y avait beaucoup d'animaux, il y avait beaucoup de sang, il y avait un double parricide, enfin bon, ça m'intéressait beaucoup. Donc, je mets le texte dans ma machine à interpréter, je tourne la manivelle, et ça ne donne rien, absolument rien. Aucun résultat, enfin rien de spectaculaire, rien qui corresponde à mes attentes. Donc, ça m'énerve, je change, je mets un peu plus de psychanalyse, un peu moins de linguistique, j'essaye, et ça ne donne pas grand-chose non plus. Alors, ça m'énerve, du coup, je savais qu'il y avait des manuscrits qui avaient très mauvaise réputation, illisibles, etc., à la Bibliothèque nationale. Je fonce pour aller voir si je ne pourrais pas trouver une idée là-dedans. On m'apporte des manuscrits très poussiéreux, hein, et pour la première fois de ma vie, alors que j'étais quand même en littérature, en études supérieures de littérature depuis longtemps, pour la première fois de ma vie, je vois un manuscrit, un vrai manuscrit, quoi. J'entre dans les brouillons de Saint-Julien. D'abord, je constate qu'il y a 600 pages de brouillons, de notes, de machin, pour, pour un tout petit texte. Hein. Les trois contes, ça fait Saint-Julien, c'est peut-être 30 pages dans les éditions normales. Que c'est bourré de ratures, que c'est très difficile à déchiffrer, mais je plonge dedans et au bout de 3 jours, j'arrive à déchiffrer. Et là, tout d'un coup, j'ai une révélation. Franchement, bon, d'abord, il y a eu l'émotion de me retrouver en face de l'ADN de l'écrivain, hein, puisque j'étais au contact des feuilles qu'il avait touchées, sur lesquelles il y avait l'encre qu'il avait utilisée pour écrire. Et tout d'un coup, en lisant les passages qui m'intéressaient sur toutes les choses un peu complexes, sur les animaux, sur les symboles, etc., je comprends que si mon système d'interprétation structuraliste ne marchait pas, c'est que Flaubert l'avait prévu, tout simplement. Et qu'il voulait absolument que son texte ne soit pas interprétable d'une manière unilatérale. Et c'est sur des points très précis. Hein. Par exemple, il utilise, la psychanalyse n'existe pas encore, mais il a lu tout ce qui se faisait dans le domaine de la psychologie des profondeurs à son époque, pour des raisons personnelles, il était concerné. Et il prend les mythes grecs et il les déconstruit. Donc il y a le mythe d'Oedipe dans le texte, mais déconstruit. Déconstruit comment? Avec un collage avec le mythe de Narcisse. Et puis il n'y a pas seulement le mythe de Narcisse, il y a toute une série, au fond, de matériel mythologique utilisé par Flaubert pour parler de la névrose ou de la psychose de Julien, d'une telle manière que il est impossible de dire, oui, bon, bah, voilà, il a un problème de narcissisme ou il a un problème d'Oedipe. Non. Donc, si vous voulez, tout d'un coup, je découvrais dans ces manuscrits une véritable grotte d'Ali Baba pour l'interprétation. S'il s'agissait de comprendre ce que c'était que l'écriture, c'est là-dedans qu'il fallait entrer. Voilà. Et alors, je suis ressorti de mon enquête non seulement avec des idées tout à fait nouvelles sur le texte de Saint-Julien, mais avec une nouvelle thèse, parce que je me suis dit, au fond, c'est pas que ces histoires d'animaux ne m'intéressaient pas, c'est passionnant, j'aimerais bien un jour faire un livre là-dessus, mais là, j'ai senti qu'il y avait un truc à faire. Quoi. Il fallait entrer de plein pied dans quelque chose qui était une nouvelle approche de la littérature. Voilà. En parlant de tout ça, Pierre-Marc, je sais que jusqu'à l'arrivée de la critique génétique en France, il y avait une espèce de tendance au biographisme. Ça veut dire, pour pas mal de temps, Flaubert a été envisagé en tant que vie et biographie tout à fait liée à sa production. Et je sais que vous avez travaillé énormément avec les brouillons et aussi avec les carnets. Vous avez fixé les carnets et Flaubert. Mais en même temps, vous avez publié une biographie de Flaubert et je sais que vous êtes en train de travailler sur une autre. Alors, comment faire avec ces deux choses
pour se différencier de la critique biographiste d'avant. Oui, la question de la biographie par rapport à Flaubert est une question compliquée, puisque c'est un personnage qui construit la théorie de la personnalité, et par conséquent qui a dans la littérature, en principe, la volonté de disparaître. Hein, ces grands, enfin, les grands personnages de son panthéon personnel, que ce soit Homère ou d'autres plus récents, sont des personnages finalement sur lesquels on ne sait rien. Hein, Cervantes, on ne sait pas grand-chose. Bon. Et c'est véritablement son modèle. Le problème, c'est que nous avons une œuvre multiple avec Flaubert. On a les œuvres publiées son vivant, qui sont des perfections, des sortes d'objets marmoréens. Nous avons aussi une correspondance totalement vivante, qui est une autre, vraiment une autre face de l'écrivain, où il apparaît ou en couleur, puis enfin vivant à chaque ligne. Et puis nous avons une masse énorme de documents inédits, de notes, d'enquêtes, de recherches. Les carnets, alors ils sont plus inédits maintenant, mais enfin encore en partie, hein, les carnets de voyage vont sortir en principe l'année prochaine au Seuil. Les carnets de travail vont être republiés. On estime à 30 000 à peu près quand même le nombre de pages qui se trouvent en marge de la correspondance, 5 000 pages, et de l'œuvre, 3 000, 3 500 pages, selon les éditions de l'œuvre complète. Donc, vous avez une sorte de configuration de l'œuvre de Flaubert qui, au cours des années, a élargi le périmètre de l'œuvre à des zones jusque-là tout à fait inconnues. C'est dans cet espace que peut se construire un rapport qui n'est pas biographiste, non seulement à la critique de son œuvre, mais même à sa vie. La première biographie que j'ai donnée donc, chez Grasset et au livre de poche, Une manière spéciale de vivre, a cherché à être véritablement une biographie intellectuelle, c'est-à-dire suivre Flaubert dans sa découverte de ce que c'est que devenir un écrivain. La seconde biographie que je voudrais écrire, qui n'est pas finie du tout, mais qui est en route, j'essaierai d'y mettre tout ce que je n'ai pas mis dans la première, évidemment, c'est-à-dire énormément de choses. Il y a chez Flaubert comment dire, on y reviendra si vous voulez, parce que c'est vraiment une question très importante. Il y a une œuvre littéraire qui correspond pour lui à son projet essentiel, mais qui est conçue par un esprit tellement encyclopédique, tellement ouvert sur la recherche, par un esprit d'écrivain-chercheur. Hein, c'est une nouvelle forme quand même d'écriture, que l'essentiel de l'écriture de Flaubert est quand même consacré à autre chose. Voyez, à prendre des notes sur tout, à réfléchir sur tout, et on peut dire que d'une certaine façon, il y a une œuvre de penseur à côté de l'œuvre littéraire, qui constitue un ensemble systémique, hein, véritablement. C'est un ensemble qui n'est pas constitué comme Descartes, mais qui pourrait être constitué un peu comme Nietzsche. C'est-à-dire l'œuvre d'un penseur qui cherche à comprendre le présent et le passé, qui se pose de façon permanente la question du futur, et qui essaie de mettre ensemble des catégories de pensée, des remarques, des observations, d'une manière véritablement comment dire, systémique. Donc, je vais essayer dans cette biographie de comprendre le statut de cette écriture flaubertienne qui naturellement nourrit l'écriture des œuvres, qui naturellement est aussi très présente dans la correspondance. Pour essayer de donner une image à la fois de ce réseau d'amitié, de relations intellectuelles dont j'avais assez peu parlé dans le premier livre, de ce panthéon aussi des grandes figures de la pensée auxquelles il se réfère. Par exemple, on a souvent pensé que Flaubert était
n'avait pas la tête philosophique. C'est ce que disait Madame Gotemer, autrefois, qui était grand spécialiste de Flaubert. Elle-même n'étant pas très proche de la philosophie, elle trouvait que Flaubert ne l'était pas. Mais à vrai dire, pas du tout. Flaubert a lu énormément de philosophie. Une très grande partie de sa théorie de l'écriture est fondée sur des modèles philosophiques et des modèles logiques. Voilà, donc si vous voulez, le champ dans lequel je voudrais faire de cette deuxième biographie la démonstration que Flaubert est un penseur systémique du monde qui l'entoure, mais aussi, et c'est ça qui est c'est ça qui est peut-être le plus troublant, un penseur de notre modernité. D'une certaine façon, c'est un prophète de notre modernité. Sur beaucoup de thématiques, il est en train de faire des propositions sur ce qui constitue nos problèmes aujourd'hui. Alors, vraiment beaucoup d'idées. Cette vision de Flaubert comme ayant un esprit d'écrivain-chercheur, Oui. par rapport à Balzac, par exemple, est-ce que Balzac ne prenait pas énormément de notes aussi? Quelle serait la différence ou les différences? C'est un peu ce que j'essayais de vous dire. C'est-à-dire, beaucoup d'écrivains font des recherches, évidemment. L'exogénèse, pour nous, généticiens, c'est fondamental pour comprendre une œuvre littéraire. Donc la documentation, la recherche, est présente au moins dans le domaine de l'écriture romanesque de façon permanente. Simplement, quand vous prenez un dossier de genèse, disons, basique, hein, d'un roman, vous allez trouver dans les marges des brouillons, des manuscrits de rédaction, des recherches qui sont ciblées, c'est-à-dire des recherches qui constituent le besoin qu'a l'écrivain de s'informer sur des domaines dont il va avoir à parler dans son roman, sur des zones ou des lieux dans lesquels il fait déplacer ses personnages, etc. Alors ça existe chez Flaubert. Hein. Il y a, dans les carnets de travail, par exemple, que j'ai publiés, il y a des calepins d'enquête où il va suivre très précisément des itinéraires pour savoir ce qu'a pu voir son personnage, etc. Mais ce n'est qu'une toute petite partie de sa recherche. Sa recherche, elle est consacrée, c'est une recherche rêveuse, si vous voulez. Il le dit. Moi, quand j'ai choisi ce titre, Une manière spéciale de vivre, c'était une expression de Flaubert qu'il emploie quand il dit « Écrire, pour moi, est une manière spéciale de vivre. Je vais de livre en livre. » Et il est en permanence, si vous voulez, comme cet enfant que nous avons tous été, plus ou moins, qui, ouvrant une encyclopédie sur un mot, va aller d'un mot à un autre, d'une image de l'encyclopédie à une autre, pour finir par ne plus savoir ce qu'il cherchait, mais pour découvrir des choses auxquelles il n'avait pas pensé. Donc, si vous voulez, une très grande part de sa documentation n'est pas du tout faite pour être utilisée dans son écriture. Elle est faite soit pour lui donner une sensation d'atmosphère, soit pour tout simplement le conduire dans ses rêves d'ambition encyclopédique de savoir. C'est quelqu'un qui est extraordinairement gourmand de la réalité, de la réalité, de l'histoire, des savoirs, de l'étrange, de l'exceptionnel, du différent. Quoi. Mais alors, le Flaubert penseur, philosophe serait en amont du texte? On déduirait cette pensée systémique en dehors du texte? Non, ce Flaubert penseur est le même qui tient la plume. Simplement, dans la rédaction de l'œuvre littéraire, le but est différent. Il s'agit de créer une œuvre d'art. Il s'agit de faire un objet, on peut le dire de manière un peu kantienne, une finalité sans fin. Quelque chose qui ne soit pas, selon la théorie de Flaubert, totalisable, qui ressemble donc au monde, qui soit une sorte de deuxième monde, avec toute la pluralité, la problématicité aussi du monde, mais qui soit constitué véritablement dans la logique d'une œuvre parfaite. Dans sa recherche, dans son œuvre de penseur, on est dans une sorte de pensée en vrac. Il y a là quelque chose de tout à fait contemporain aussi, moderne pour nous. C'est un peu une attitude qu'il a quand il sait qu'il ne va pas avoir à publier ça. Vous voyez, moi, j'ai été frappé, par exemple, quand j'ai fait l'édition du manuscrit du voyage en Égypte,
qu'il déstructure complètement la page, il fait des blocs d'écriture qui sont des fragments, un petit peu comme des zooms, des visions. Il y a des titres qui sont en marge et qui peuvent prendre la forme d'une phrase. Vous voyez, on est dans autre chose. Et ça, il l'a écrit comme ça parce qu'il savait qu'il ne publierait pas, parce qu'il y avait des histoires sexuelles dedans, parce qu'il avait à dire dans ce texte pour lui-même tout ce que ce voyage allait, pour sa vie, lui apporter littérairement, et c'était son secret, quoi. Mais disons que dans ces milliers de pages, de notes, de carnets, de correspondances aussi, d'une certaine façon, ce qui se construit, c'est une pensée qui est une pensée en processus et qui se veut comme telle. Vous voyez, mais ça concerne des zones tout à fait incroyables hein, de ce qui concerne pour nous véritablement le champ de notre actualité. Je veux dire, par exemple, il y a une pensée écologique de Flaubert, véritablement. Le travail sur on voit traverser ses voyages, ses notes, ses correspondances sur ce que c'est que la souffrance animale, sur la compassion pour les animaux, le travail de réflexion sur la société de consommation qui commence et qui est en train de détruire la nature. C'est tout à fait hallucinant, mais il en fait véritablement la proposition théorique. Et c'est un exemple. Mais il a des singularités, Flaubert. Par exemple, c'est un anticolonialiste, depuis le début. Alors, à 25 ans, il dit à sa copine Louise Collet, qui était très contente de lui dire « Ah, c'est chouette, les armées françaises viennent de bousculer Abdelkader. » Il était très fier de Louise Collet. Elle lui dit « Mais ça ne va pas. Et c'est pas ça, le monde. » Et les formules qu'il emploie sont tout à fait extraordinaires. Il dit « Non seulement je ne me réjouis pas au succès de l'armée française au Maghreb, mais je me réjouis de nos revers, car j'aime les populations nomades, arabes, etc. » Donc, ce point de vue anticolonialiste, qui va d'ailleurs léguer à Maupassant, hein, parce que Maupassant va continuer, au fond, de cette façon, cette veine assez exceptionnelle à l'époque. Cette vision anticolonialiste des choses, elle lui assure, à la fois dans ses voyages et dans son analyse de la géopolitique mondiale, un regard tout à fait nouveau, tout à fait bizarre, et tout à fait en phase aussi avec ce qu'a été l'histoire de la deuxième partie du XXe siècle. C'est très, très surprenant. Quand il se promène en Orient, c'est l'autre aspect très prophétique de sa pensée. Si vous prenez les textes du voyage en Égypte, du voyage en Palestine ou en Turquie, il n'y a pas un jugement. On est en face d'un texte qui ressemble à un texte d'ethnologue ou d'anthropologue. C'est-à-dire qu'il constate, il voit des choses terribles, hein, cruelles, épouvantables, et il a ce génie quand même, en 1850, hein, de poser qu'il n'est pas habilité, avec sa culture, à mesurer, à juger de la nature, du sens de ce qu'il voit. Il enregistre. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. Hein. Et je dois dire que quand j'ai essayé de recenser toutes les thématiques à travers lesquelles, au fond, il est notre contemporain, eh bien, on est frappé par une espèce de génie de l'extra-lucidité. Il y a quelque chose. Mais, par exemple, il y a toute une réflexion sur la géopolitique. Là, tout récemment, il y a 2 jours, j'ai eu à faire pour le Parlement européen un petit texte sur Flaubert et l'Europe. Bon, Flaubert, j'ai appelé ça l'aporie européenne. Flaubert, pour lui, tel qu'il pense les choses, l'Europe, ça va être la guerre. Ça va être la guerre mondiale. C'est tout à fait extraordinaire. Il traverse 1870, il dit ça a été épouvantable, mais c'est rien. Ce qui va être épouvantable, c'est la guerre suivante, où on va se venger. Et il décrit 14. C'est complètement faux. Il dit ça sera une boucherie. Et de cette façon, il dit et quand on se sera vengé, les autres se revengeront. 40, 45. Si vous voulez,
il y a un moment dans la correspondance où Flaubert dit « Quand on a suffisamment travaillé sur un truc, on ne peut pas se tromper. » Et on peut dire que l'accumulation extraordinaire des documents, des recherches, tout au long de sa vie, il faisait que ça, hein, quand même, que ça, toute sa vie, qu'il a pu accumuler cette énorme quantité de savoirs qui vont de l'archéologie et de l'Antiquité à l'extrême actualité, ben, ça lui donne comment dire, un recul. Ce recul s'explique peut-être aussi par des données très personnelles, hein, mais qui lui permet de voir loin, loin quoi, dans l'histoire. Et je parlais de l'Europe. Alors l'Europe, bon, il en fait une analyse qui nous développe en gros jusqu'à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, une série de catastrophes. Mais il a un point de vue qui est tout à fait clair aussi sur l'islam politique. Il l'a vu se préparer en Égypte et en Palestine. Il prévoit, c'est tout à fait extraordinaire, il prévoit l'invasion de l'Égypte par les Anglais, qui aura lieu après sa mort. Mais il dit que ce qui se passe en islam, c'est rien avec ce qui va se passer au siècle suivant, que le fanatisme va prendre le dessus et qu'alors, l'Occident réagira par le canon et par les armes, alors qu'il faudrait leur envoyer un Voltaire. Il y a toute une réflexion sur ces enchaînements de catastrophes qui vont rendre, alors là, chez Flaubert, c'est vraiment fondamental hein, comme réflexion géopolitique, l'Orient et l'Occident comme un face-à-face ultra dangereux. Je pense qu'on pourrait passer des heures hein, à décliner les zones dans lesquelles Flaubert voyageur, Flaubert chercheur, Flaubert épistolier aussi, hein, correspondant, construit une sorte de réflexion globale, on peut le dire, qui passe par l'écologie, et aussi par exemple par cet extraordinaire travail sur la bêtise. Il a consacré beaucoup de temps de sa vie à réfléchir à la question. On sait qu'il a eu cette formule extraordinaire, le diable n'est peut-être pas autre chose, et que le dictionnaire des idées reçues, Bouvard et Pécuchet, sont une sorte de saga extraordinaire de la bêtise universelle. Mais la bêtise universelle chez Flaubert, elle est aussi articulée dans cette espèce de croisade qu'il mène depuis le départ, depuis le tout départ, hein, parce que la première éducation sentimentale, c'était vraiment déjà ça, en 1945. Cette croisade, elle est articulée à une réflexion très structurée. Par exemple, une réflexion qu'on appellerait aujourd'hui médiologique, sur ce que la technique fait à la pensée, ce que la technique fait à la culture. Quand il réfléchit sur le présent, il est un des seuls, à l'époque, à montrer l'importance fondamentale que va avoir l'invention de la photographie. Le caractère quasiment révolutionnaire de cette invention est le point de bascule qui fait que l'image, quelque part, finira par devenir l'ennemi cruel et fatal des mots. Au même moment, il travaille sur la publicité qui commence à émerger dans les journaux. Il se fâche, par exemple, avec un copain qui avait accepté l'idée d'un éditeur de mettre son portrait sur le bouquin, hein, pour faire de la pub. C'était là. Et je ne sais plus quel c'était. Et il lui dit, écoute, tu choisis, c'est ça ou moi. Hein, voilà. Il a un flair inouï pour ressentir ce qui, dans le présent, son présent, est en train de fabriquer les catastrophes de l'avenir. Et on peut dire que son travail sur la bêtise, il est totalement en phase avec les réflexions qu'on doit avoir aujourd'hui chaque jour sur les réseaux sociaux, qui ne sont rien d'autre qu'une sorte de boîte d'amplification formidable de ce qu'il dénonce.
hein. Je pense qu'il aurait à la fois joui extraordinairement de cette situation des réseaux sociaux, des fake news, de cette sorte d'élaboration du faux à l'échelle universelle, parce qu'il y aurait vu la manifestation de cette bête de l'Apocalypse qu'il avait déjà prévue. Il y a, vous voyez, quels que soient les points par lesquels on prend, au fond, sa pensée, parce qu'on pourrait parler aussi je ne sais pas moi, de la sexualité, de la question du genre, qui est une question qui traverse totalement sa réflexion. Et un point de vue très spécifique, hein, c'est quelqu'un qui dit de lui-même « je suis une femme hystérique bon, et qui associe la question du genre à une sorte comment dire, de structure extrêmement floue par rapport à l'identité sexuelle extérieure, qui mène là-dessus une réflexion très approfondie. Alors, je ne veux pas faire de Flaubert un féministe non plus, hein. Il ne l'était pas du tout, mais il a une vraie réflexion là-dessus. Et quant à lui, quand on regarde qu'il porte sur sa propre sexualité, elle est vraiment une très grande complexité. Et par beaucoup de points, il est à l'écoute de ce qui semble être aussi, évidemment, une menace en lui permanente, qui est celle de la maladie mentale. La question de la religion est une question qu'il travaille depuis toujours. Elle est aussi l'objet d'un des domaines de réflexion les plus approfondis qu'il ait construit. La religion, le fondamentalisme catholique, l'islam politique et la laïcité, bien entendu. Et Pierre-Marc, il y a une question qui toujours m'a intrigué et c'est plutôt pratique. Vous avez publié plusieurs œuvres de Flaubert, vous avez édité plusieurs œuvres de Flaubert. Comment c'est éditer Flaubert? Qu'est-ce que ça veut dire éditer Flaubert? Je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est que tout dépend de ce que tu entends par Flaubert. Parce que ce Flaubert, on a essayé de le montrer dans un livre qui vient de sortir, là, qui sera en librairie dans une semaine. Flaubert, c'est une invention de notre structuralisme des années 60. Le Flaubert dont nous parlons aujourd'hui, j'essaie d'en faire un autre, d'en constituer un autre, hein, mais c'est celui qui a été inventé par le moment théorique, qui a privilégié. Alors, ce Flaubert-là, c'est celui des œuvres, c'est celui de la correspondance, c'est celui de sa poétique. Mais comme on vient de le dire, il y a 30 000 pages derrière qui sont disponibles pour une édition progressive avec un périmètre qui devient de plus en plus large. Dans l'histoire, on a d'abord connu les œuvres du vivant, ensuite on a connu les œuvres, parce que la nièce les a un peu publiées pour se faire des sous de jeunesse, puis c'est la correspondance qui s'est mise par grande vague à devenir comment dire, plus complète, jusqu'à l'édition Bruno, qui est à peu près complète maintenant. Et puis, on a vu arriver les carnets, de nouveaux manuscrits, le voyage en Égypte, etc. Et on va voir dans les dossiers de jeunesse des œuvres, enfin, ce qu'on appelle ainsi, émerger des pans entiers de textes qui ne sont pas véritablement des textes, qui sont, comme je le disais tout à l'heure, de la pensée en processus, en train de s'écrire, de l'enquête, de la recherche. Alors, si on veut parler de l'édition des textes proprement dite, je crois que chez Flaubert, la question, un peu comme pour tous les écrivains, se pose, mais peut-être plus particulièrement chez lui quand même, d'établir un bon texte. Parce que c'est un écrivain qui pose des problèmes particuliers en termes de finalisation de son texte. Vous savez qu'il est fanatique de la plume d'oie. Il écrit sur un papier de grand format. Il fait plein de ratures. Je vous en montre quelques-unes. Par exemple, j'avais mis ça dans
Voilà, hein, un bout de manuscrit. Euh, Quand il en arrive aux épreuves corrigées pour faire un bouquin, il ne reconnaît pas son texte. L'épreuve corrigée, c'est la typographie, il se sent comme étranger à la chose. Alors, il fait quand même le travail, il essaie de corriger les fautes, mais enfin, il en laisse presque la moitié. Hein, il ne voit pas dans la typographie. Euh, du coup, on a des textes qui sont chargés, des fautes du copiste, puisqu'il fait recopier son texte avant de le donner à l'imprimeur, et les copistes, c'est pareil, c'est pas son écriture, il voit pas les fautes, mais c'est des fautes lourdes, hein, beaucoup de fautes. Les typographes vont rajouter des fautes, et on avait jusqu'à l'époque, disons, où les généticiens ont commencé à s'occuper de ces éditions, des textes avec des fautes très lourdes. Par exemple, dans l'éducation sentimentale, euh, c'est un exemple lourd, mais il y en a plein comme ça. À un moment donné, le texte dit que Frédéric euh, se rend chaque semaine chez Madame Arnoux religieusement. Et bon, alors, tout le monde a écrit ensuite des trucs sur la religion, de l'amour de Frédéric. Sauf que c'était régulièrement, pas du tout religieusement. Hein. Et cette erreur-là, moi, par exemple, quand j'ai édité pour la première fois Saint-Julien dans une collection de poche, c'est pareil, il y avait un truc qui ne collait pas, quoi. Au début de Saint-Julien, il y a la description du château des enfances de Julien. Bon, alors Julien est le fils d'un grand seigneur, très puissant, qui a un château fort, et il est si puissant que la porte du château et le pont-levis sont toujours baissés, que les fossés autour du château euh, ne sont pas pleins d'eau parce que c'est pas la peine de se défendre, il est tellement puissant. Dans les textes que je lisais, moi, avant d'en faire l'édition moi-même, je trouvais les fossés étaient pleins d'eau, alors que le texte de Flaubert était plein d'herbe. Les fossés du château étaient pleins d'herbe, oui, puisqu'il n'avait pas besoin de se protéger. Mais le copiste, qui, en 1875, recopie le texte de Flaubert, il voit que c'est une description d'un château. Qu'est-ce qu'il a en tête? Il a Viollet-le-Duc en tête. Et chez Viollet-le-Duc, quand on refait un château du Moyen-Âge, on met de l'eau dans les fossés, forcément, toujours. Alors, automatiquement, il ne voit pas herbe, il voit eau. Les fossés étaient pleins d'eau. Sauf que, si vous voulez, pendant un siècle, entre 1875 là, et 1975 ou même 85, date de mon édition, des étudiants ont dû avoir à s'expliquer sur le fait qu'il y avait de l'eau dans les fossés du père de Julien. Eh bien non, il n'y avait pas d'eau, il y avait de l'herbe. Donc, si vous voulez établir un bon texte, c'est quand même la première chose. Et là, sans les manuscrits, vous avez du mal. Mais les manuscrits vous donnent des garanties là-dessus. Si le copiste a fait une faute, si le typographe en a rajouté une autre, eh ben vous revenez au manuscrit définitif de Flaubert et vous avez la formule propre, celle qui permet de rétablir le texte. Quand je parle de fautes lourdes et d'un grand nombre de fautes lourdes, je parle de centaines de fautes, hein. Pas de trois petits trucs par-ci par-là, et quelquefois qui affectent gravement le sens de l'œuvre. Après ça, éditer Flaubert, ça suppose quand même des notes d'éclaircissement, des notes éditoriales, naturellement, sur peut-être des sortes de coups de main herméneutiques qu'on peut donner au lecteur pour repérer des, des subtilités dans la structure de l'histoire, des notes biographiques quelquefois, parce que ça peut être très utile, des notes contextuelles ou exogénétiques, et puis, c'est tout. Mais ça fait quand même vite beaucoup, parce que si je me souviens bien, quand j'ai fait l'édition de l'éducation sentimentale, j'arrivais à plus de 1000 notes. Pour Bouvard, c'est à peu près la même chose. Et pour Bovary, c'est un peu moins peut-être, mais il y a beaucoup à apporter. Alors, je pense que la discussion sur le sens des notes est tout à fait une autre question, mais on peut estimer que c'est contradictoire avec le projet de Flaubert d'avoir un texte qui dure
qui traverse le temps et qui a échappé à la mode. Il reste que c'est plutôt par égard pour l'ignorance de nos contemporains qu'il faut faire des efforts d'annotation. Parce que pour saisir dans l'éducation sentimentale ce qui se passe véritablement sur la scène politique et sociale dans le roman, et ben, il faut être calé en histoire. Moi, j'avais fait beaucoup d'histoire. Quand j'ai lu l'éducation sentimentale à l'université, bon, je savais ce que c'était que la Révolution de 48, quoi. Mais aujourd'hui, qui le sait? Donc, vous avez besoin d'apporter des informations là-dessus, d'autant plus que le texte de Flaubert est construit, ça c'est aussi un de ses aspects de penseur, sur un concept de l'histoire qui est totalement nouveau, qui n'est pas du tout l'histoire de Michelet. Il adore Michelet, mais il est en train de construire quelque chose qui ressemble de très très près à la nouvelle histoire, à celle de Marc Bloch, c'est-à-dire celle qui se construit avec l'infinitésimal des petits événements qui vont produire la catastrophe. C'est ça qu'il a à l'esprit, hein, c'est-à-dire que l'histoire, justement, on peut la raconter parce que c'est pas une historiographie avec des événements, des grandes batailles, des grandes figures, pas du tout. C'est les arrière-plans, l'histoire. C'est les petites choses, quoi. Mais du coup, il s'en plaignait lui-même, d'ailleurs, dans son écriture. Il disait, mais mes arrière-plans dévorent les premiers plans. Et très souvent, c'est ça qui est très impressionnant, émouvant, et je dirais, moi, presque me fait frissonner chez Flaubert, c'est qu'il est, comment dire, il est en train d'inventer quelque chose contre lequel, d'une certaine façon, il essaie de résister. Et il y a intellectuellement quelque chose qui est plus fort que lui, qu'il est en train de construire, et il n'a pas toujours, consciemment, les moyens de juger si c'est génial ou si c'est un échec, quoi. Une difficulté, une incapacité de sa part. Alors, Justement, oui. oui, pardon. Non, je voulais rebondir sur les petites choses parce que Jorge est en train de traduire donc Bouvard et Pécuchet et est en train de faire un appareil de notes, d'éclaircissement très, très développé évidemment. Et donc, il y a toutes ces marques du siècle qui sont totalement opaques pour un lecteur contemporain. Hispanophone, mais je pense aussi français, quand on voit les belles éditions que vous faites, qui sont très annotées aussi. Et ce que je me demandais, c'est cette volonté de s'ancrer dans son siècle. Enfin, puisqu'il n'est pas en train d'essayer de décrire les Français, enfin, c'est pas les Français peints par eux-mêmes. Il n'est pas en train de dire à son siècle, voici, enfin, il y a des objets, on ne sait pas ce que c'est. Jorge a tout le temps des problèmes à résoudre parce qu'il faut inventer des noms qui n'ont pas de référent actuel. Et en fait, vous avez déjà répondu à cette question que je me posais en vous écoutant, mais est-ce que justement, il y a ce souci de postérité d'une part, et de l'autre, cet ancrage si fort dans le moment présent, comment ça marche ce rapport en fait entre écriture et historicité? Mais enfin, Oui, Marc Bloch, vous avez déjà. Ouais. c'est peut-être même la question, mais je crois qu'il faut parier sur l'hypothèse que Flaubert voulait, je ne sais pas s'il a réussi, et qu'il le savait sur lui-même pas vraiment. Flaubert pariait sur la postérité, véritablement. C'est-à-dire que pour lui, il le dit explicitement, on n'écrit pas pour son siècle, on écrit pour aussi longtemps que la langue durera. C'est pas rien comme prétention, hein. Et pour le faire, Flaubert a développé tout un protocole, hein. Il a réfléchi quand même une très bonne partie de sa vie à ce que ça veut dire, ça. Si on veut écrire pour le futur, si on veut pouvoir être lu dans le futur, alors Stendhal aussi se disait ça, hein, c'est pour l'an 2000, etc. Sauf que chez Flaubert, il y a une vraie réflexion sur ce qu'il faut réussir à virer, à enlever de ce qu'on écrit, tout l'éphémère, hein, tout ce qui est d'un effet de mode, tout ce qui est plaisant dans le moment présent, etc. Tout ça, il faut le virer. Tout ce qui est un jugement, tout ce qui est, vous voyez, c'est un peu comme en face de l'indigène, quoi. On ne juge pas. Tout ça, il essaie de le faire. Mais d'un autre côté, écrire du roman, c'est quoi?
est-ce que c'est comme Hugo, essayer de faire passer un message avec un récit qui va être symbolique, ou comme Zola, faire un texte engagé pour montrer à la classe ouvrière comment elle doit faire pour faire valoir ses droits? Non, pour Flaubert, ça, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment le seul engagement de l'écrivain, c'est l'art, véritablement. Et par conséquent, dans le travail d'écriture, la seule attitude correcte, c'est de donner de la réalité l'image la plus exacte possible. La réalité dans tout ce qu'elle a de négatif, hein, de pourri éventuellement. Il faut être sans, comment dire, sans compromis avec ça. Et du même coup, il se trouve devant une sorte d'aporie, parce que c'est bien du présent qu'il doit parler, et de la façon la plus exacte, la plus précise qui soit, et qu'il doit parler pour le futur. D'où cette espèce oui, mais si vous voulez faire autre chose, hein, si vous voulez faire autre chose, il serait dans le faux, complètement dans le faux. C'est ce qu'il croit. Du coup, on est en face d'un texte qui a en effet éliminé, on le voit dans les brouillons, c'est tout à fait clair. Il y a 40% d'élimination du texte d'abord écrit. Tout ce qui est normalement. Oui, la question, donc, c'est qu'il y a là-dedans une véritable aporie. À la fois, un écrivain digne de ce nom n'écrit que pour l'éternité, aussi longtemps que la langue vivra, cette éternité réelle, hein, de l'histoire de la langue, et à la fois, il ne peut parler que de la réalité, essayer de voir sous la réalité les structures qui la commandent, essayer de penser, de problématiser la réalité, mais c'est bien de cette réalité qu'il peut parler, de rien d'autre. Donc, Flaubert est dans cette difficulté. C'est pour ça qu'il invente de nouvelles structures pour le roman, de nouvelles formes. Par exemple, la multiplicité des points de vue, le fait que le même événement va être vu par différentes personnes, le fait qu'on ne puisse pas totaliser une histoire. Si vous demandez à quelqu'un de dire ce qui se passe dans l'éducation sentimentale, dans Bois Pécuchet, ben, ça va être forcément très décevant, quoi. Même dans Madame Bovary. Le récit doit être une espèce de tentative pour l'écrivain de rivaliser avec le monde en étant aussi proche que possible du réel. Mais ça suppose, alors pour l'éditeur, effectivement, un gros travail, parce que ça suppose chez le lecteur un très grand savoir. D'un autre côté, on peut aussi prendre un grand plaisir à lire Flaubert sans savoir. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, si on voulait aller jusqu'au bout du savoir qui est dissimulé dans 3 contes, qui ont l'air de petits textes clairs et transparents, on passerait mais des centaines d'heures à lire des centaines de livres. Et je ne parle pas de la tentation de Saint-Antoine, hein. Or, la tentation de Saint-Antoine, vous pouvez, si vous voulez, lire le texte sur les hérésies avec un plaisir complet, sans en savoir rien, par ailleurs. D'une certaine façon, c'est le texte qui porte le savoir, hein, qui vous apporte cette jouissance de cette sorte de libido siendi qui est propre à l'exercice même de la littérature. C'est comme une langue nouvelle, avec ces mots qui ne oui, sont plus là. Et je crois que Flaubert, si vous voulez, avait lui-même un très grand plaisir à faire l'expérience de cela dans sa passion archéologique et dans son rapport de fascination à l'histoire des civilisations perdues, des mondes disparus. Il est fasciné par... bon, il les a vus aussi, hein, il a traversé la Syrie, la Palestine, l'Égypte, mais il est fasciné par ces cultures qui sont des cultures mortes, des cultures disparues et qui pourtant ne se comprennent, ne s'interprètent qu'avec toute une terminologie, un vocabulaire que les archéologues techniquement ont construit, mais qui sont des vocabulaires presque inaccessibles au commun des mortels. Or ça le fascine complètement. Et il y trouve un plaisir un petit peu à la Huysmans, je pense, un plaisir un peu décadentiste aussi, de la rareté, de la chose extraordinaire,
et mais c'est vrai de tout, de la botanique, par exemple. Dans Bouvard et Pécuchet, il est tellement content d'avoir trouvé la fleur exceptionnelle, qui est l'exception à la règle, l'exception à la règle à l'exception de la règle. Enfin bon, voilà. Et c'est son côté collectionneur. Flaubert ne collectionne pas d'objets, très très peu, mais il collectionne les mots et les savoirs. Et il est alors, par rapport à ça, comme Nabokov avec les papillons. Il est absolument fasciné par la collection d'idées nouvelles, d'idées nouvelles qui viennent peut-être du 3e millénaire avant, hein, qu'il va pouvoir ajouter à sa collection de choses exceptionnelles. Jean-Pierre et Jean-Marc, pour finir notre entretien, j'ai une question qui m'intrigue. Et c'est, qu'est-ce qu'ils ont rajouté les études internationales sur Flaubert? Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils ont rajouté tous les gens qui travaillent Flaubert à l'étranger et quelles sont les différences par rapport au Flaubert français? Je pense par exemple tout au début à des gens comme Alberto Cento, mais aussi j'ai vu qu'il y a une énorme quantité de chercheurs japonais qui ont travaillé pas mal sur Flaubert et bon, et j'en suis sûr que vous connaissez d'autres. À vrai dire, moi j'ai évidemment eu une expérience de la recherche sur Flaubert qui a été très largement celle de la génétique des textes. Il se trouve que la génétique a été inventée avec quelques grands corpus qui étaient disponibles, Proust, Flaubert, Heine, quelques grands corpus comme ça. Pourquoi? Parce que de Flaubert, on a tout, à peu près tout. Il y a très peu de choses qui ont disparu. Donc, on peut reconstituer le puzzle des processus d'écriture, le puzzle temporel. Même chose pour Proust. Donc, j'ai suivi dans le monde d'assez près ce qui s'est construit dans la période post-structuraliste, entre 1980 et aujourd'hui, comme nouvelle recherche sur Flaubert. Alors, il est vrai que le moment théorique avait impulsé Flaubert comme une véritable figure de l'écrivain radical. Ça lui a beaucoup servi. Et puis, le nouveau Flaubert qui va sortir des manuscrits analysés, à la fois va bénéficier de cette image théorique, mais va faire apparaître quelque chose de tout à fait nouveau. Et là, on s'aperçoit que effectivement, un certain nombre de peuples, universitairement, sont plus branchés sur cette capacité à étudier le texte dans son processus d'écriture que d'autres. Alors, moi, j'ai observé, je ne sais pas si j'ai raison, mais que c'est les orientaux, extrême-orientaux, hein, comme les Japonais ou les Chinois, et disons, les nations catholiques de tradition jésuite qui ont les plus grandes facilités à entrer dans cette logique de recherche sur les brouillons, sur les manuscrits, sur la pensée en train d'agir. Dans les peuples, les nations réformées, protestants, en gros, on a une attitude assez différente. C'est-à-dire que, même s'ils veulent faire bien des efforts quand même là-dessus, leur problème, c'est d'arriver à un texte propre, au texte. Et tout ce qui est brouillon, rature, tout ça, ça les gêne un peu. C'est vraiment l'image de la Bible ou du Nouveau Testament nettoyé. Hein. On arrive véritablement à la parole de Dieu, pas toutes ces choses qui se sont ajoutées ou qui sont forcément humaines, trop humaines. Alors, avec les Japonais, avec les Latino-Américains, notamment les Brésiliens, avec les Italiens, les Espagnols, ça marche très bien. On a eu des performances dans la critique flaubertienne considérables, énormes. Il y a eu un partage des tâches aussi qui était indispensable, parce que travailler sur des brouillons, c'est travailler sur des masses textuelles très compliquées d'abord à déchiffrer, mais beaucoup plus importantes aussi. Ce sont des travaux d'équipe. Et par conséquent, l'international n'est pas du tout un luxe. L'international est une nécessité. Et puis, alors, il faut dire qu'il y a aussi
comment dire, notamment chez les Japonais, une véritable excellence hein, dans l'analyse de ces processus d'écriture et des techniques de l'analyse des brouillons. Ouais. Et justement, en liant ça avec ce que vous venez de dire avant sur la pensée, je trouvais remarquable l'étude que les Japonais ils ont fait sur la philosophie chez Flaubert. C'est vraiment pointu et ils sont arrivés à des conclusions qui ont aidé énormément à comprendre. Et ça m'a étonné parce que il y a un double mouvement là. Il n'y a pas seulement la pensée de Flaubert, mais aussi la pensée philosophique et faire les rapports. Oui, mais vous savez, quand les Japonais s'y mettent, ils sont redoutables. Donc, et c'est bien un des domaines que je désignais tout à l'heure comme une urgence hein, à comprendre. La philosophie n'est pas une sorte d'annexe secondaire dans l'œuvre de Flaubert, c'est un programme de pensée qui appartient à son statut de penseur, au sens propre. Oui, mais les études des Japonais sur la philosophie chez Flaubert, il reste encore à faire, véritablement. Bien. Bon, mais Pierre-Marc, vraiment, nous vous remercions énormément. C'est comme d'habitude un plaisir pouvoir parler avec vous. Et je laisse les derniers mots à Magdalena. Merci. On ne va pas conclure, on va rester sur cette philosophie flaubertienne pour continuer à réfléchir. Et puis on attend votre biographie, Pierre-Marc. Oui, bien sûr. Votre nouvelle biographie de Flaubert. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci.